Bonjour et bienvenue à ce deuxième vidéo de notre 9e semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, encore une fois, on continue à faire des mises en situation en lien avec l'optimisation. Donc, cette fois-ci, c'est une mise en situation en lien avec l'investissement. Donc, on nous dit que Marc aimerait investir 100 000 $ dans un portefeuille d'actions. Donc, bon, vous avez probablement déjà vu ça. Quand on investit, c'est toujours une bonne idée d'aller diversifier un peu notre portefeuille pour aller chercher un bon rendement, mais aussi pour aller disperser un peu notre risque. Donc, dans ce cas-ci, on considère que Marc peut investir dans deux fonds qui seraient indépendants et dont les rendements annuels moyens seraient de 11% et de 6%. Donc, le MU1 ici, de la quantité ici, ça représente vraiment le rendement annuel moyen du premier fonds. MU2, le 6%, c'est le rendement annuel du deuxième fonds. Évidemment, bon, le premier a l'air déjà plus intéressant, donc on a quasiment le double de rendement annuel du deuxième. Évidemment, ça vient avec un petit backlash, un petit contre-coup, c'est-à-dire que le premier fonds comporte un peu plus de risque que le deuxième. Donc on dit que sa volatilité est de 9%. Donc le rendement annuel va typiquement varier autour du 11%. Donc 11% c'est la valeur moyenne, mais il va varier à plus ou moins 9% autour de ça. On peut donc aller chercher jusqu'à 20%, comme on pourrait aller chercher là, un 2%, puis être un petit peu triste. Le deuxième est un peu plus fiable, dans le sens que sa volatilité est plus petite. Donc la volatilité du deuxième fonds, elle, est de 3%. Donc on va se situer à 6%, plus ou moins là, 3%. Donc jusqu'à 9%. Peut-être baisser jusqu'à 3. Donc Marc, comme la plupart des gens, n'aime pas trop les grands risques. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il a parlé avec son conseiller financier et lui a mentionné que il aimerait mieux tout mettre son argent dans le deuxième fonds. Donc, Marc, il est allé là, choix A, choix B. That's it, on y va avec le deuxième parce qu'il est moins volatile. Par contre, son conseiller, lui, bon, il en a vu d'autres, il connaît un peu plus ces choses-là, il lui dit que, en fait, on serait probablement capable d'obtenir une volatilité qui serait inférieure à 3% si on répartit bien comme il faut le 100 000 $ qu'il veut investir dans les deux fonds. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va noter X et 1 moins X, donc les proportions du 100 000 $ qui vont être investis dans chacun des fonds. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On prend notre fonds 1 ici, on prend notre fonds 2 là, puis ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on voudrait mettre comme X% de notre 100 000 un peu dans le fonds 1, puis on voudrait mettre 1 moins X% dans le fonds 2. Et donc si on prend la somme de tout ça, au total, on va avoir placé 1. Donc 1, ça va vouloir dire toute la proportion. Donc on va avoir placé le 100% de notre argent dans un des deux fonds. Donc tout va être placé. C'est juste qu'on ne sait pas nécessairement à l'avance combien est-ce qu'on place où. Et donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir un rendement qui va être comme aussi une proportion des deux fonds. Donc le rendement moyen va correspondre à la fonction qui est ici. Donc le MU-X ici, ça va être le rendement annuel moyen du portefeuille. Donc ça va être qu'est-ce qui va nous permettre de calculer en moyenne combien est-ce qui devrait ressortir de ça. Et aussi, on peut aller calculer la volatilité de ce nouveau portefeuille-là. Donc la volatilité de ce nouveau portefeuille-là, qui va être une combinaison des deux, ce serait la fonction qui est ici. Et là, juste pour faire du pouce un peu sur ce qu'on a dit, ce que j'ai dit tantôt, là, la valeur de x, là, c'est un nombre qui est entre 0 et 1 pour vraiment correspondre à un pourcentage, là, si on veut. Donc, la valeur de x qui est utilisée ici, ça va toujours être entre 0 et 1 parce qu'il faut aller placer soit 100% de notre argent dans un fonds, 100% dans le deuxième, ou quelque chose entre les deux qui va faire en sorte qu'au total, on a vraiment indiqué, on a vraiment placé notre 100%. Donc, si on trouve un x à la fin qui est égal à 5, ça veut dire qu'il y a 5% de notre 100 000 qui est placé dans le fonds 1, 95, donc l'inverse, qui va être placé dans le fonds 2. Et là, on a une première question ici. Donc, la première question, on nous demande quelle serait la répartition optimale de son argent, donc dans les deux fonds. Donc, celle-ci qui minimiserait la volatilité. Donc, on va commencer par aller trouver ça. Comment est-ce qu'on pourrait aller minimiser la volatilité? Donc, la volatilité qui est la fonction qu'on a juste ici. Et une fois qu'on va savoir ça, une fois qu'on va savoir comment aller minimiser la volatilité, on va vouloir savoir combien que ça va rapporter ce placement-là.
Donc, on va vouloir aller utiliser par la suite là, la fonction ici pour savoir le rendement annuel moyen de ce placement conjoint-là là, dans les fonds 1 et dans le fonds 2. Donc, on va aller faire ça en bas ici et on va s'occuper du petit b plus tard. Donc, X, on se rappelle qu'est-ce que c'est là? Ça va être la proportion du 100 000 qui est investi dans le fonds 1. Et on se rappellera là, que X est entre 0 et 1. C'est ce qui avait été mentionné tout à l'heure dans la remarque que j'avais soulignée en orange. Et on a la fonction donc, sigma de X. Donc ça ici, c'est la volatilité. On nous l'avait donné là, comme étant ici 9x le tout au carré plus 3 fois 1 moins x le tout au carré, puis on a une belle racine qui vient englober tout ça. Donc évidemment, c'est pas hyper pratique de travailler avec ça. Donc on va travailler cette fonction-là là, pour l'exprimer d'une meilleure façon. Donc on va développer les carrés dans tout ça. Donc 9x carré, ça va être la même chose que 81x carré, plus, donc on va avoir 9 fois 1 moins x au carré, tout ça dans la racine. Et si je développe encore une fois ce carré-là, donc j'ai racine de 81x carré plus 9 fois 1 moins 2x plus x carré. Comme ça, là si je distribue mon 9 là-dessus, 81x carré plus 9 moins 18x plus 9x carré. Et donc j'obtiens là, comme fonction finale ici 90x carré moins 18x plus 9. Comme ça ici. Et là, à partir de ça, on va pouvoir commencer là, notre étude de la chose. Donc, on veut aller calculer un minimum. Nous autres, on veut aller minimiser la volatilité. Donc, il faut passer au travers de nos 4 étapes. Étape 0. On va aller regarder le domaine de cette fonction-là. Donc, pour regarder le domaine, il faut regarder est-ce qu'on a des problèmes. Là, nous, on veut utiliser la fonction qui est ici. On est très probable qu'on a un problème parce qu'on a une racine. Donc, on a une racine. Quand on a une racine, qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'intérieur de la racine soit plus grand ou égal à 0. Donc, on veut vérifier que 90x carré moins 18x plus 9 est plus grand ou égal à 0. Et pour faire ça, il faut aller calculer les zéros d'une fonction quadratique. Donc, les zéros s'obtiennent, x est égal à, donc, moins b c'est 18, plus ou moins la racine donc, de b carré, donc ça c'est moins 18 au carré, moins 4 fois 90 fois 9, donc tout ça sur 2 fois 90, et là si vous calculez ça, vous allez arriver à 18 plus ou moins racine de moins 2916 sur 180. Et là, si on a ça, là on a un petit problème, là. Vous allez le voir ici. Ça ici c'est négatif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il n'y a pas de zéro. Donc s'il n'y a pas de zéro, ça veut dire que c'est jamais négatif, donc ça bug jamais. Donc vous pouvez écrire aussi là, si vous voulez, il n'y a pas de bug. Donc le domaine ici serait donc toutes les réels. Par contre, on se rappelle là, que nous ici on doit se limiter à ce domaine-là, donc de 0 à 1. On va noter ça. Donc le domaine ici va être de 0 à 1. Toujours là, parce que ça ici c'est une proportion, c'est un pourcentage finalement. Ensuite, on va se lancer dans l'étape 1 qui est d'aller faire la dérivée de notre fonction. Donc étape 1, la dérivée. Donc la dérivée ici, ça va être la dérivée de la fonction sigma, donc ça va être la dérivée de cette jolie fonction-là. Donc nous, on va aller calculer sigma prime de x, donc ça va être la dérivée de racine 90x carré moins 18x plus 9. Donc tout ça prime. Donc dérivée d'une racine, on prend l'intérieur de la racine, on le swing en haut, donc
90x carré moins 18x plus 9, et on met tout ça prime. On divise par 2 fois la racine, puis après on réécrit exactement la même racine. 90x carré moins 18x plus 9. Et ensuite, ben, on dérive qu'est-ce qu'il y a en haut. Donc si je dérive ici, qu'est-ce que j'ai en haut? J'obtiens 180 moins 18 divisé par 2 fois 90x carré moins 18x plus 9. Comme ça, ici. Donc là, on va aller regarder c'est quoi les valeurs critiques de cette chose-là. Étape 2. Valeurs critiques. Vous remarquerez en fait, avant qu'on passe là, que ça serait une bonne idée en fait d'aller vérifier là, le domaine de cette fonction-là. C'est d'ailleurs, il y a un X là. D'aller vérifier le domaine de cette fonction-là. Donc, c'est pas en cause que la fonction de départ elle bug pas que la dérivée buggera jamais. Donc, ici on le voit bien, là, on a maintenant on a encore la même racine que tantôt, mais on a aussi une division. Donc, il faudrait aller vérifier que dans cette division-là, on n'aura pas de problème. Ici, on est quand même chanceux parce que là, quand on a regardé les zéros ici, ben, on a vu que ça arrivait jamais. Il n'y avait jamais de zéro, donc on n'était jamais égal à 0. Donc on ne pourra jamais ici diviser par 0 non plus. Là. Mais ça, c'est un peu un add-on, c'est un peu arrangé. De manière générale, on ne peut pas le savoir à l'avance que ça va fonctionner comme ça. Donc ici, là, vous devriez aller vérifier les mêmes conditions du domaine, donc la racine et la division. C'est juste que dans ce cas-ci, ben, on l'a comme déjà vérifié dans notre étape 0 sans même le savoir. Donc, si on revient à l'étape 2 pour les valeurs critiques, donc nous, on veut savoir quand est-ce que la dérivée est égale à 0. Donc, ça ici, ça revient à dire, on voudrait que tout ça soit égal à 0. Donc, on se rappelle, là, quand on a une fonction comme ça, là, qui est une fraction, ben, on a juste à regarder qu'est-ce qu'il y a en haut pour savoir quand est-ce que c'est égal à 0. Parce que je pourrais multiplier par ça ici. En fait, on peut le faire au complet, là, puis on n'aura plus besoin de le faire par la suite. Donc, je peux écrire 180x moins 18 divisé par racine de 2, 90x carré moins 18x plus 9. Donc, si je veux que tout ça ce soit égal à 0, après, je peux venir multiplier par tout ça ici. Là. Donc, si j'ai 0 fois 2 racines de blablabla, ben, ça va encore donner 0. Donc, ça revient à dire, là, on veut que 180x moins 18 soit égal à 0. Et donc, mais ça revient à considérer seulement là, le numérateur de ma fraction qui est ici. Et après, ben, on peut isoler là, comme on est habitué de le faire. Donc ça ici, ça revient à dire qu'on veut que 180x soit égal à 18. Et là, on divise par 18 de chaque côté. On trouve que x est égal... on divise par 180, pardon. On divise par 180 de chaque côté et on trouve que x est égal à 1 sur 10. Et là, ben, 1 dixième, c'est dans notre domaine. Donc ça ici, on va devoir l'utiliser. Donc en fait, ça correspondrait là, ici à une valeur de 10% dans le fond 1. Et là, ben, on ne sait pas encore si c'est un minimum, cette chose-là. Donc, il faut aller vérifier dans notre tableau. Donc, je vais faire ça tout juste en dessous, en gardant en tête un peu ces valeurs-là. Donc, étape 3, le tableau. Donc, dans le tableau, on va avoir notre x, notre sigma prime de x et notre sigma de x. On vient mettre notre domaine en premier lieu. Donc, on part à 0 jusqu'à 1 en passant par 1 dixième. Donc, on va avoir quelque chose comme ça ici. Et bon, voilà, là on commence à être bon un peu. On sait qu'on a toujours les extrémités ici qui ne sont pas considérées. On a un 0 ici et on veut aller calculer le signe dans ces deux endroits-là. Donc, je prends un chiffre entre 0 et 1 dixième. Donc, 1 dixième, on se rappelle ici, c'est 0.1. Donc, je pourrais prendre 0.05. Et je pitonne ça, je remplace ça dans ma dérivée. Et je vais remarquer que c'est négatif. Après, je prends un chiffre qui est entre 0.1 et 1. Disons 0.5.
je plug ça dans ma dérivée, je le calcule, je vais obtenir quelque chose qui est positif. Je rappelle que le choix du chiffre n'est pas important. Hein? Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur tant que c'est dans les bornes. Donc ici, là, vous pourriez prendre 0.2, 0.8, peu importe. Vous allez aussi trouver que c'est positif. Ensuite de ça, on revient à notre fonction de départ, donc à la fonction sigma qui nous donnait la volatilité. On peut regarder la volatilité en 0, qu'est-ce que c'est. Et dans ce cas-ci, on va trouver que c'est 3. En fait, ça va correspondre à la volatilité du fonds 2. C'est normal parce qu'on met tout notre argent, on met le 100% de notre investissement dans le fonds 2. À l'autre extrême, ici on trouve, si on le calcule, on va trouver une volatilité de 9. Ça, c'est la volatilité du fonds 1 quand on met tout notre argent dans le fonds 1. Et là, entre les deux, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui se passe. Donc on regarde, on a ici une dérivée négative, donc ça veut dire que la volatilité va descendre. On va arriver à 0.1. Donc à 0.1 ici, on calcule qu'est-ce que ça vaut. Ça vaut 2.8160. Donc on a une volatilité qui est un peu plus faible. Et par la suite, on réaugmente parce que notre dérivée est positive. Donc ça ici, ça correspond à un minimum absolu de la volatilité. Donc la première partie de la réponse ici serait que la volatilité est minimale lorsqu'on investit 10% du 100 000 $ dans le fonds 1. La volatilité est alors de 2.8160%. Et là, ça répond pas là, encore à notre réponse. Donc, on voulait aussi savoir à quoi allait correspondre le rendement moyen. Donc, pour le rendement moyen, on va juste venir réutiliser ce 0.1 là, ce 10% là. Donc, on va prendre la fonction mu de x, puis on va remplacer x par 0.1. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, on a 11 fois 0.1 plus 6 fois 1 moins 0.1. Ça ici, ça nous donne 6,5%. Et donc, ça veut dire que le rendement annuel moyen serait alors de 6,5%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a trouvé là-dedans? On a trouvé que cette combinaison-là, là, de mettre 10% dans le fond 1, 90% dans le fond 2, ça va faire qu'on a un rendement moyen qui est meilleur que celui-là du fond 2, parce que celui-là du fond 2 était de 6%. Là, ici, on a 6,5 en moyenne. Et en plus, il va être moins volatile que le fond 2. Donc, on a vraiment là, une combinaison qui nous procure un meilleur produit que si on va mettre tout notre argent dans le 1 ou tout notre argent dans le 2. On va maintenant regarder la deuxième partie de la question. Donc, la partie B. On nous demande quel rendement moyen maximal peut-on obtenir avec une volatilité de 3%. Quelle serait alors la répartition du 100 000? Donc là, ici, là, on nous dit quelque chose. Là. On nous dit quelque chose d'assez important. Là. On nous dit ici que la volatilité est fixée. Elle est fixée à l'avance. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette information-là, puis après, on va pouvoir en déduire c'est quoi là, le rendement moyen à faire avec tout ça. Donc, on va redescendre, là, puis vous allez peut-être plus comprendre ce que je veux dire. Donc, disons qu'on se situe ici. Donc, pour le B, on nous fixe la volatilité. Donc, on nous dit que la volatilité, elle est égale à 3%. Donc, ça revient à dire que sigma de x, on sait c'est quoi, c'est la fonction avec la racine. Donc, 90x carré moins 18x plus 9. Ça ici, là, on nous dit que c'est égal à 3. Donc, on est capable d'aller chercher c'est quoi la valeur de x qui va nous donner 3. On a juste à aller isoler. Donc, si je fais ça, je peux aller élever au carré de chaque côté. 90x carré moins 18x plus 9 est égal à 3 au carré. Donc, 3 au carré, c'est 9. Ensuite de ça, je peux aller
mettre mon œuf de droite, je peux aller le soustraire, ou mon œuf de gauche, peu importe. Donc, plus 0 est égal à 0, comme ça ici. Et là, ben, c'est ni plus ni moins là, que d'aller résoudre une quadratique. Donc, on pourrait aller résoudre la quadratique, trouver c'est quoi les deux x qui vont faire que ça fit. On pourrait aussi faire de la factorisation là-dessus. Donc, on pourrait là, remarquer que ici, je peux sortir 9x. Il va me rester 10x moins 2 est égal à 0. Et ben ça veut dire, on l'a vu, là, on a comme deux blocs ici. Ça veut dire que soit 9x est égal à 0, ou encore que 10x moins 2 est égal à 0. Premier cas, ça revient à dire que x est égal à 0. Donc si on divise par 9 de chaque côté, on obtient x est égal à 0. Ou encore 10x est égal à 2. Donc x est égal à 0. Ou x est égal à 2 sur 10. Donc ici c'est 0.2 ou encore là, si vous voulez 20%. Donc là on a juste deux choix possibles. Soit on a utilisé donc 0% dans le fond 1 ou on a utilisé 20% dans le fond 1. Donc on va aller calculer ben, c'est quoi le rendement annuel moyen pour ces deux valeurs de x là, puis on va en déduire c'est quoi le maximum. Donc on va avoir deux cas à considérer pour x est égal à 0 et de l'autre côté pour x est égal à 0.2. Donc qui sont là, vraiment là, les deux valeurs qu'on a trouvées ici. Donc on va faire ça. Donc on va faire x est égal à 0 en premier, donc on calcule le rendement. Donc c'est on remplace x par 0. Donc c'est 11 fois 0 plus 6 fois 1 moins 0. Donc ça ici c'est égal à 6%. Quand on est à 0.2, on calcule. 0.2, c'est égal à 11 fois 0.2 plus 6 fois 1 moins 0.2. Donc ça ici, ça va me donner un total de 7%. Et là, ben, c'est tout ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin de faire le tableau là-dessus. On nous donnait déjà la volatilité. Donc ça ici, ça avait comme déjà été pris en compte. On voulait juste savoir pour cette volatilité-là, qu'est-ce qui est le mieux. Donc est-ce que c'est de mettre 0% dans le fond 1 ou est-ce que c'est de mettre 20% dans le fond 1? Ben, étant donné qu'ici, on trouve 7% puis que c'est plus grand que 6%, ben, on serait mieux d'y aller avec ce setup-là, de mettre 20% dans le fond 1. Donc ça, ce serait notre réponse pour le petit b. Donc, en investissant 20% du 100 000 $ dans le fonds 1, et donc 80% dans le fonds 2, on obtient un rendement annuel moyen de 7%, ce qui est supérieur à notre 6%, et ce qui serait le maximum dans ce cas-là.